Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3.1, rebond d'une balle de tennis, qui est réservé aux étudiants 3LA. Donc la situation qui est considérée, c'est celle d'une balle de tennis qui va rebondir sur le sol. On suppose que la trajectoire est toujours verticale, donc on lâche d'abord la balle d'une hauteur initiale h0. Et puis la balle va se mettre à faire des allers-retours, donc hop, puis on remonter jusqu'à une certaine hauteur, ici, puis après redescendre et remonter jusqu'à une certaine hauteur ici, etc. On s'intéresse aux hauteurs que va atteindre la balle de tennis après chaque rebond. D'accord. Dans un premier temps, on va considérer qu'il n'y a pas de frottement, et ensuite on va considérer qu'il y a des frottements. Donc la hauteur du premier rebond, là, ça va être H1, la hauteur du deuxième rebond, ça va être H2, etc. D'accord. Donc on va appeler Hn la hauteur après le nème rebond. Ok, alors ça c'est la situation. On demande de calculer la hauteur Hn en fonction de n dans le cas où il n'y a pas de frottement. Donc là on suppose que le sol y est élastique, c'est-à-dire que l'énergie après le rebond sur le sol est égale à l'énergie juste avant le rebond, et on néglige les frottements, en particulier ceux qui sont dus à l'air. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va écrire? Ça, c'est typiquement une situation dans laquelle il est hors de question d'essayer d'écrire la trajectoire Z de t pendant tout le mouvement. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse finalement à une situation finale, c'est-à-dire la hauteur à laquelle rebondit la balle de tennis par rapport à une situation initiale. Donc c'est typiquement une situation où c'est bien de faire un bilan. État initial moins état final moins état initial. Et là, le bilan qu'on va faire, c'est un bilan d'énergie. Le bilan d'énergie va exploiter le théorème de l'énergie mécanique. Voilà. Donc ce théorème de l'énergie mécanique, ce qu'il me dit, c'est que l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale, ça c'est delta EM, ça doit être égal à la somme du travail des forces extérieures non conservatives. Voilà. Somme du travail des forces extérieures non conservatives. Dans cette première question, il n'y a pas de force extérieure non conservative parce qu'il n'y a pas de frottement. Donc ça, c'est égal à 0. Autrement dit, j'en déduis que EM final moins EM initial est égal à 0, c'est-à-dire EM final égale EM initial. Bon, donc l'énergie mécanique après le n plus unième rebond quand je suis en haut au sommet doit être égale à l'énergie mécanique après le nème rebond quand je suis au sommet. D'accord? Au sommet ici. Du n plus unième rebond. C'est ça, c'est mon état n plus 1. Et l'état n, c'est au sommet du nème rebond. Voilà. Bon, alors, que vaut l'énergie mécanique? Or, l'énergie mécanique au niveau d'un sommet, d'un rebond, comme je suis sur un sommet, la vitesse est nulle. EC plus EP. Ici, EC est égal à 0 au sommet d'un rebond. V égale à 0, on fait demi-tour. Et l'énergie potentielle, ici c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Si je me mets un axe des Z vers le haut, eh bien ça va être simplement MGH. Voilà. J'en déduis quoi de l'équation de conservation de l'énergie, étoile? Ça va donc me dire que MGHN plus 1 doit être égal à MGHN. Les MG vont se simplifier. Et ça me dit donc que Hn plus 1 est égal à Hn. Autrement dit, les hauteurs de rebond vont rester constantes. C'est complètement logique. Si on n'avait pas de frottement dû à l'air,
et que l'énergie mécanique, donc en particulier l'énergie cinétique, juste avant le rebond sur le sol et juste après le rebond sur le sol, c'est la même, eh bien je vais remonter exactement ma position initiale. Voilà. Donc tous les rebonds remontent à la même hauteur. Donc Hn est égal à H0, quel que soit n. Ok. Bon, ça c'était pour la question 1. Maintenant, dans la question 2, on va supposer qu'on a des pertes qui ne sont pas dues à un frottement dû à l'air, mais des pertes qui sont dues à la collision, au choc qu'il y a quand la balle de tennis va rebondir sur le sol. Et on introduit ce qu'on appelle un coefficient de perte mu. Voilà, mu, le coefficient de perte. Et on va dire que c'est la fraction d'énergie mécanique qui est perdue au moment du choc. Voilà, donc on demande d'abord de donner la dimension de mu et ensuite de dire où est passée l'énergie qui est perdue. Donc par définition, au moment du choc, c'est ce qu'on tient de l'énoncé, il faut bien réussir à traduire mathématiquement ce qui est dit. La balle perd une énergie mécanique, une énergie qui vaut donc mu fois son énergie mécanique. Pardon, mu fois son énergie mécanique. Si elle arrive avec une certaine énergie mécanique qui est grande et que mu vaut 0,1, eh bien je vais perdre 10% de mon énergie mécanique à chaque choc. Voilà. Donc ça, c'est homogène à une énergie perdue. Donc à une énergie mu fois EM doit avoir la dimension d'une énergie. Mais EM, ça a la dimension d'une énergie. Ça veut donc dire que mu doit être sans dimension. Ah oui, c'est la fraction d'énergie perdue. Comme c'est une fraction, c'est donc le delta E sur E, delta E étant l'énergie qui est perdue. Voilà. Alors, cette énergie qui est perdue par la balle, elle n'est pas perdue pour l'univers, puisque je vous rappelle qu'à l'échelle de l'univers, l'énergie se conserve. Donc si l'énergie mécanique de la balle a diminué, c'est que cette énergie, en fait, s'est échangée et elle est partie ailleurs. Eh bien, l'énergie est partie dans le sol. Est partie dans le sol. Donc le sol, il s'est déformé, il a vibré, il a chauffé, mais globalement, l'énergie se conserve. C'est juste que l'énergie n'est plus stockée dans l'énergie mécanique de la balle de tennis, mais il y a une partie qui va être donnée au sol, dans le sol. Donc sous forme de déformation, vibration, chauffage, etc. Ok. Alors, ensuite, on demande de calculer la hauteur du nème rebond, Hn, de tracer la suite. Hn en fonction de n. Bon, qu'est-ce qu'on va écrire cette fois? On va écrire que le bilan, je fais toujours mon bilan d'énergie. Donc, juste avant, là je vais dire que je considère le rebond avant le nème choc. Donc, j'avais ici le n, le sommet du rebond n, je descends. Puis je vais remonter jusqu'à n plus 1 ici. Okay. Donc ça, cette hauteur ici, là, ça c'est Hn, et ça c'est Hn plus 1. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que tant que je suis en train de descendre ici, j'ai ici une énergie mécanique qui va être constante, parce que dans cette partie-là, il n'y a pas de frottement dû à l'air, on néglige toujours le frottement dû à l'air, donc l'énergie mécanique se conserve ici. Donc juste avant le choc, ici,
juste avant le choc, l'énergie mécanique, c'est en fait l'énergie mécanique EM petit n, c'est-à-dire MGHN, juste avant le choc. Ok. Maintenant, juste après le choc, ici. Juste après le choc, par définition de ce qu'était la fraction mu, je sais que l'énergie mécanique EM, qui sera aussi, donc du coup, l'énergie mécanique N plus 1, puisque l'énergie mécanique que j'ai juste après le choc, c'est la même que celle que j'aurai au sommet de ce rebond, parce que dans la montée, je ne vais pas perdre d'énergie mécanique. Pas de frottement dû à l'air. Donc cette énergie, ça doit donc être l'énergie mécanique que j'avais avant le choc, moins l'énergie mécanique qui est perdue, qui par définition c'est mu fois EMN. Hein, ici, ça c'est énergie perdue. Voilà. J'en déduis donc que l'énergie mécanique EMN plus 1, c'est finalement EMN facteur de 1 moins mu. Hein, vous voyez dans cette relation ici, là, je peux mettre EMN en facteur et ce sera un facteur de 1 moins petit mu. Bon, ben je sais que par ailleurs, l'énergie mécanique, c'est MGHN. Donc MGHN plus 1 doit être égal à MGHN facteur de 1 moins mu. Comme tout à l'heure, les MG vont se simplifier, et il me reste cette fois que la hauteur HN plus 1, ça va être 1 moins mu facteur de HN. Ça là, 1 moins mu, c'est strictement inférieur à 1. Donc là, j'ai une suite qu'on appelle géométrique. Je pars avec un certain H0. Donc là, Hn, je peux le remplacer par 1 moins mu fois Hn moins 1, etc. Donc vous voyez que finalement, Hn, ça va donc être simplement H0 qui est ma hauteur initiale, qui multiplie 1 moins mu à la puissance n. Si j'ai qu'un seul rebond, bah, je ferai H0 facteur de 1 moins mu. Si j'ai deux rebonds, H0 facteur de 1 moins mu au carré, etc. Vu que 1 moins mu est plus petit que 1, on voit que Hn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Puisque A puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, si A est strictement inférieur à 1 et positif. D'accord ? Voilà. Si A est positif et strictement inférieur à 1. Alors je peux aussi éventuellement essayer de tracer Hn en fonction de n. Alors ce que je peux faire, c'est que Hn, je peux aussi l'écrire sous la forme H0 que multiplie exponentielle de n log de 1 moins mu. Hein, pourquoi ? Parce que n log de 1 moins mu, c'est ln de 1 moins mu puissance n. Et donc si je prends l'exponentielle du log, bah, ça va me tuer l'exponentielle du log, il va me rester juste 1 moins mu puissance n. Donc H0 exponentielle n log de 1 moins mu, c'est la même chose que H0 fois 1 moins mu à la puissance n. Donc je vois en fait là, c'est une fonction qui est un petit peu plus simple à tracer, que la dépendance de la hauteur avec n, c'est comme une exponentielle, sauf que là, ce terme ici, là, log de 1 moins mu, il va être négatif. Donc c'est comme une exponentielle décroissante. Donc si je trace en fait Hn en fonction de n, alors je vais tracer la fonction H0 exponentielle moins x, en fait, ça fait un truc comme ça. Et en fait, je ne dois prendre que des valeurs entières. Donc là, il y a n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4, 5, etc. Donc je sais que H1 est là, H2 est là, etc. H3,
H4, H5, H1, H2, H3, etc. Donc on voit qu'on va perdre surtout rapidement au début de la hauteur. Sur le premier rebond, on va perdre beaucoup de hauteur, puis après on va perdre de moins en moins de hauteur. Ça c'est complètement logique parce que la perte d'énergie, elle est proportionnelle à l'énergie initiale que j'avais, puisque la perte c'est mu fois l'énergie mécanique que j'ai. Donc plus j'ai une énergie mécanique importante, plus je perds. Et c'est au début que j'ai l'énergie mécanique la plus importante, parce qu'après elle ne fait que diminuer, parce que la hauteur du rebond est proportionnelle à l'énergie mécanique. Donc moins je vais haut, moins j'ai d'énergie mécanique. Donc c'est normal qu'on trouve une fonction qui a cette allure-là. Alors ensuite, on demande dans la question 4 de calculer la durée totale des rebonds. Donc là, c'est une question qui est relativement difficile et qui demande de l'autonomie. Donc on va la traiter, mais si vous n'avez pas réussi à la faire, c'est pas gênant. Donc on s'intéresse cette fois à la hauteur des rebonds. Donc si on part d'une hauteur Hn, ici on a le rebond n, okay. On va s'intéresser à la phase d'aller et la phase de descente. Le temps pour monter et le temps pour descendre, c'est le même, d'accord. Donc le temps pour faire l'aller-retour au niveau du nème rebond, ça va être 2 fois le temps de descente. Donc dans la descente, ici, lors de la descente, je vais pouvoir calculer ce temps en calculant l'équation horaire. Et je sais que z de t, si je mets l'axe des z vers le haut, on a fait cet exercice 36 fois, ça va être la hauteur à laquelle je pars, Hn moins 1,5 de gt2. Moins 1,5 de gt2 plus v0 zt plus la hauteur initiale. Là, il n'y a pas de vitesse initiale, parce que quand je suis là-haut, je pars sans vitesse initiale et je me mets à tomber. Donc le z de t, je sais tout de suite que ça va être cette expression ici. Donc le temps de descente est tel que je veux que z de temps de descente soit égal à 0. Donc ça me dit que Hn est égal à 1,5 de g fois le temps de descente au carré. Et donc le temps de descente, en partant d'une hauteur n, c'est 2Hn sur g racine. Bon, ça déjà, je vois que c'est homogène parce que j'ai une longueur divisée par une longueur et là c'est encore divisé par un temps au carré, donc ça va monter ici en haut le temps et les longueurs vont disparaître. Temps au carré, racine, ça me fait bien un temps. Ok pour l'homogénéité. Ensuite, j'en déduis de là que le temps Tn, ça va être 2 fois ça, donc c'est 2 que multiplie racine de 2Hn sur petit g. Bon, alors, moi, qu'est-ce que je connais? Je connais Hn. On a vu que c'était H0 qui multiplie 1 moins mu à la puissance n. J'en déduis donc que le temps d'aller-retour du nème rebond, c'est finalement 2 racine de 2H0 sur petit g. Et ici, je vais mettre donc 1 moins mu à la puissance n sur 2. C'est racine de 1 moins mu à la puissance n. Ok, alors il faut que je fasse aussi attention au zéroième rebond, parce qu'au début je commence juste par une chute libre. Je pars de la hauteur H0. Donc en fait, le temps total, durée totale de chute des rebonds, grand T, ça va être d'abord la descente depuis la hauteur H0. Donc cette fois, ça va être racine de 2H0 sur petit g. Et ensuite, je vais sommer tous les Tn pour n égale 1 à l'infini. Voilà. Donc grand T, ça va être la racine de 2H0 sur G, plus Tn, je vais mettre en facteur racine de 2H0 sur G, fois
ici la somme de n égale 1 à l'infini de 2 multiplie 1 moins mu à la puissance n sur 2. Alors on pourrait s'attendre, on va calculer la somme de cette série ici, une série géométrique, on pourrait s'attendre à ce que cette durée des rebonds soit infinie, parce qu'on avait vu là sur le graphique qu'il y a une infinité de rebonds. Hein, ici, une infinité de rebonds, même si on met des frottements. Voilà. Évidemment, après, les rebonds, ils seront de moins en moins hauts, mais il y en a quand même une infinité. Donc on pourrait se dire comme une infinité de rebonds, le temps ou la durée totale devrait être infinie. Ce n'est pas le cas, puisque la durée d'un rebond, Tn, elle va décroître tendre vers 0 assez rapidement, comme une loi de puissance. Et ce que je connais, moi, c'est la somme d'une série, somme de n égale 1 à l'infini de a fois q puissance n. Vous savez que ça, c'est aq sur 1 moins q. Si q est plus petit que 1, sinon ça 0 q1, sinon ça diverge. Donc j'ai exploité ça pour calculer cette somme-là. Là. Cette somme-là, elle sera donc égale, alors je peux sortir le 2, et l'équivalent du q, c'est racine de 1 moins u, donc il va y avoir racine de 1 moins mu, pardon, divisé par 1 moins racine de 1 moins mu. Ok. Donc je me retrouve avec le fait que grand T, finalement, c'est racine de 2h0 sur petit g, facteur de 1, plus 2, qui multiplie racine de 1 moins mu, sur 1 moins racine de 1 moins mu. Je vais mettre tout ça au même dénominateur. Ça me fait racine de 2h0 sur g, facteur, donc il va y avoir 1 moins racine de 1 moins mu, plus 2 racine de 1 moins mu, donc finalement 1 plus racine de 1 moins mu, sur 1 moins racine de 1 moins mu. Voilà. J'ai trouvé donc l'expression finale de la durée totale des rebonds. Et je vois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas infini. Voilà. Donc, T n'est pas infini. T est fini. C'était pas forcément quelque chose de trivial à réaliser. On peut même regarder les limites. Hein, T, il est fini, mais on voit quand même qu'il tend vers plus l'infini quand mu tend vers 0. Hein, parce que quand mu tend vers 0, là je vais avoir 1 moins 1, donc ça fait 0, 1 sur 0, ça tend vers l'infini. Ça c'est normal. S'il n'y a pas de frottement, si pas de perte, si mu est égal à 0, il n'y a pas de perte. Je sais que Hn c'est toujours égal à H0, donc je rebondis toujours jusqu'à la hauteur H0, donc en fait je ne m'arrête pas de rebondir sur l'infini, donc du coup c'est normal que la durée totale de rebond augmente en fait quand mu diminue, hein, ça c'est logique. Et T tend vers quoi? Tend vers racine de 2H0 sur petit g quand mu tend vers 1. Donc quand les pertes sont maximales, en fait, le temps de chute, ça tend vers le temps d'une descente à la hauteur H0. Normal, en fait, ce qui va se passer, c'est que je pars de H0, ici, je tombe et je reste en bas. Parce qu'il y a tellement de frottement que là, j'ai perdu l'ensemble de mon énergie mécanique, donc je ne rebondis même pas. Je m'arrête ici au niveau du sol. Voilà. Voilà pour cet exercice, donc la question 4, elle est difficile.